Bonjour et bienvenue, ceci est Historia Universalis, l'émission où l'on parle d'histoire politique, où l'on redécouvre les différentes sociétés, systèmes de gouvernement et expériences politiques du passé. Je vous propose de plonger avec moi dans l'histoire et d'aller regarder quelques exemples assez connus, Athènes dans la Grèce antique ou encore Rome au temps de la République. J'espère aussi vous faire découvrir un nombre d'autres exemples moins connus. Dans cette première série, nous allons nous intéresser au sort d'Athènes, cité-État grecque où s'est inventée la démocratie au 5e siècle avant Jésus-Christ. Avant de parler du système démocratique athénien lui-même, je vous propose de commencer par comprendre le système aristocratique, le régime dominant dans les cités-États grecques de la période archaïque. Ce qu'on appelle la période archaïque, environ du 8e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 6e siècle, correspond à une période d'expansion et de formation du monde grec. À cette époque-là, la Grèce connaît une croissance démographique considérable, qui va avec une transformation sociale et politique majeure. L'ancien système, proche du féodalisme, laisse place à des cités-États baptisées polices. Ces nouvelles entités politiques gèrent généralement une ou plusieurs villes, formées en fédération, ainsi qu'un territoire, dans le cas d'Athènes par exemple, l'ensemble de la région de l'Attique. Chacune a ses propres traditions communes et généralement a une divinité tutélaire, Athéna pour Athènes par exemple. Notez que la religion est une notion qui se confond encore avec celle de politique, de droit, d'économie, et qui est prégnante dans tous les domaines de la vie dans la Grèce archaïque. Avec l'explosion de la population, sur une terre comprenant trop peu de ressources agricoles, nombre de Grecs quittent l'Hellada, la région historique de la Grèce, et colonisent le pourtour méditerranéen. En Anatolie, Thrace, Crimée, sud de l'Italie, Cyrénaïque, Provence, Espagne, ces colonies fondées sur une base ethnique gardent souvent des liens culturels, commerciaux et politiques avec leur cité d'origine. C'est également l'époque où se met en place l'unité de la communauté culturelle grecque autour de pratiques religieuses, de rencontres olympiques, un alphabet commun emprunté aux Phéniciens, ainsi que le développement d'une vie intellectuelle riche avec l'apparition de disciplines scientifiques et la réflexion philosophique. Les anciennes élites guerrières et les nouvelles, qui ont su profiter du commerce méditerranéen, forment une classe sociale à part, qui a supplanté dans la plupart des cités les anciennes monarchies féodales et forme ce qu'on appelle l'aristocratie. Aristocratie vient du grec aristoi, les meilleurs, et de kratos, pouvoir, gouvernement. Elle serait donc dans sa conception originelle le gouvernement des meilleurs. Elle désigne une forme d'organisation du pouvoir où un petit nombre d'individus dotés de certaines qualités règnent sur l'ensemble de la société. Autour de ces qualités se construit une idéologie qui définit une caste. Le prestige guerrier, par exemple, chez les Spartiates, ou civique chez les Athéniens. La richesse, qui est le dénominateur commun de tout pouvoir aristocratique. Le savoir ou le savoir-faire, qui sont à la base de la technocratie. Et puis avec le temps, à tout cela se rajoute la tradition, la naissance, l'héritage, tout ce qui relève de l'hérédité et qui finit souvent par balayer les qualités initiales des meilleurs. L'aristocratie est une forme oligarchique de pouvoir, dans le sens où seule une minorité y exerce le pouvoir, par les lois ou simplement de fait. Le pouvoir n'est donc pas le fait d'un seul individu, comme dans une tyrannie, mais d'un groupe organisé autour des mêmes intérêts et de la même idéologie. Certaines oligarchies sont organisées légalement comme des régimes inégalitaires. C'est le cas par exemple de Sparte, où quelques milliers de Spartiates règnent sur des centaines de milliers d'ilotes, esclaves, et de périèques qui sont sous tutelle. Mais il est possible, même à un régime démocratique, qui organise la participation du plus grand nombre, de laisser se former une élite ou une oligarchie qui dans la réalité confisque le pouvoir. Que cela soit par l'argent, le contrôle des médias, la création d'une caste de technocrates ou de guerriers, souvent un peu tout cela en même temps, c'est une dérive propre à tous les types de régimes. C'est en partie le cas d'Athènes que nous allons prendre comme exemple. En effet, l'histoire politique d'Athènes montre toute la difficulté de distinguer nettement les différentes formes de régime. L'évolution de la structure politique, toujours dynamique, est un témoignage de la difficulté, même pour un régime démocratique, de s'affranchir du poids de l'aristocratie.
Les aristocrates sont de grands propriétaires terriens qui ont accumulé assez de patrimoine, de capital, d'ancienneté, de force ou de légitimité. En grec, aristocrate signifie les meilleurs, donc on devine assez facilement qu'ils se sont probablement eux-mêmes donné ce titre pour en retirer légitimité et prestige. De génération en génération, les riches propriétaires fonciers se transmettent non seulement patrimoine et richesse, mais aussi éducation, entraînement physique, mariage et alliance à l'intérieur de leur propre classe sociale. Ce phénomène de transmission est favorisé par l'absence de nécessité de travailler. Les aristocrates sont ainsi libres de s'adonner aux activités guerrières, intellectuelles et surtout de pouvoir. La nécessité de participer à ce pouvoir pour cette classe sociale est le point de naissance de l'esprit civique et du prestige qui peut être retiré de l'exercice du pouvoir, au service d'une communauté. La plupart des cités grecques du monde antique sont donc gérées par une petite élite aristocratique qui se partage le pouvoir, fondée essentiellement sur la légitimité que leur confère leur appartenance à la caste des meilleurs. À Athènes, l'aristocratie monopolise les fonctions de pouvoir à travers un système de magistrature que se partagent donc quelques familles. Les magistrats, dont les principaux sont les archontes, assurent l'ensemble des fonctions législatives, judiciaires et exécutives. Les anciens magistrats, à la fin de leur mandat, font automatiquement partie de l'aréopage, une assemblée aristocratique. Son principal rôle est de contrôler les magistrats et de limiter leur pouvoir, assurant ainsi les intérêts de sa classe sociale, au cas où l'un des aristocrates déciderait de devenir le meilleur des meilleurs et de se proclamer tyran. Cette assemblée a un droit de veto et de supervision sur la politique menée par les magistrats. Il y a donc déjà l'idée d'une séparation et d'une limitation des pouvoirs. Inutile de préciser que dans ce régime, l'aristocratie règne surtout pour préserver ses intérêts, au détriment du reste de la population qui n'a pas vraiment son mot à dire. De plus, l'appartenance à l'aristocratie se fait sur le seul lignage et l'hérédité. Les meilleurs ne sont donc pas toujours les meilleurs de génération en génération. Et c'est la tradition, plus qu'une notion déjà contestable de mérite, qui finit par fonder la légitimité de la classe aristocratique. Ce système présentait le désavantage d'être très injuste, et reposant sur peu de règles protectrices. Il créait de grandes inégalités sociales et juridiques dans la société. Les Athéniens en colère face à l'arbitraire des magistrats aristocrates décidèrent une grande réforme qui visait à fixer des lois écrites pour rendre la justice plus prévisible. Ils donnèrent le pouvoir à Dracon, et le regrettèrent sans doute presque immédiatement. Dracon instaure au 7e siècle un système de loi favorable à l'aristocratie, instaurant un système pénal très répressif reposant sur deux principes. En termes de justice pénale, la mort pour quasiment chaque délit et crime, que vous ayez volé un œuf ou assassiné votre voisin. En matière civile, donc ce qui concerne tous les litiges économiques, l'esclavage pour dette systématique. Concrètement, si vous étiez dans le besoin, étant pauvre, vous pouviez faire une hypothèque sur vous-même et votre famille. Si vous ne pouviez pas rembourser votre débiteur, vous deveniez son esclave. Cela a pour effet que les riches aristocrates, contrôlant la plupart des richesses, deviennent rapidement de plus en plus riches. Non seulement ils prennent le contrôle des terres des petits producteurs, ils prennent aussi celle de la classe moyenne paysanne, contrainte à travailler sans salaire sur ses anciennes propriétés. Déjà privés de terres, de nombreux Athéniens se détournent de l'agriculture pour l'artisanat et le commerce, profitant du développement des échanges en Méditerranée. Si ce système paraît aujourd'hui très cruel, il avait pour l'époque le mérite de fixer les règles par écrit, ce qui est un progrès par rapport au système précédent où les aristocrates décidaient un peu comme ils voulaient. À partir de Dracon se développe un système judiciaire fondé non plus sur l'arbitraire de l'aristocratie, mais sur des lois stables et durables. En quelque sorte, c'est la naissance d'un état de droit à Athènes. Cette première réforme, bien que très à l'avantage de la classe aristocratique, va créer les conditions de la première réforme démocratique à Athènes 25 ans plus tard.